Bonjour à tous, je vous dis du centre Dumitru Staniloae. Nous allons commencer une deuxième séance de notre cours concernant la relation entre la théologie et la science au niveau de licence 1, propédeutique. Aujourd'hui, nous allons parler de la science. Donc, le sujet de notre intervention de ce jour sera qu'est-ce que la science. Nous allons expliquer ensemble qu'est-ce que la science et nous allons voir les caractéristiques, la spécificité de cette démarche de connaissance par rapport à d'autres démarches. Ce qui nous permettra plus tard de comparer compétence spécifique de la science par rapport à la compétence d'ordre théologique. Essayer de saisir la nature de l'activité scientifique lorsqu'on aborde la question des rapports entre théologie et science est une nécessité. Pourquoi est une nécessité? Justement parce que de cette façon on peut comprendre qui sont les acteurs qui interviennent dans cette relation entre théologie d'un côté et science de l'autre côté. Je donne la parole à certains scientifiques, par exemple l'astrophysicien Stephen Hawking, qui s'exprime de la façon suivante dans son ouvrage Une brève histoire du temps. Si l'on arrive un jour à la découverte d'une théorie complète, celle-ci devra être compréhensible dans ses grandes lignes par tout le monde, et pas seulement pour une poignée de scientifiques. De ce fait, tout le monde prendra part à la discussion du savoir pourquoi est l'univers et nous existons. Et si une réponse est trouvée à cette question, ce sera le triomphe ultime de la raison humaine, car en ce moment, nous connaîtrons la pensée de Dieu. Il ne faut pas vous tromper quand vous entendez le mot Dieu dans la bouche de Stephen Hawking. Ça ne veut pas dire qu'il parle de Dieu tel qu'il est connu par la révélation chrétienne. Pour Hawking, Dieu représente autre chose. De toute façon, le physicien Paul Davies, dans son ouvrage L'Esprit de Dieu, part d'un niveau d'explication profond du monde que l'on peut ou non nommer Dieu. Ce qui n'est à son avis qu'une question de goût et de définition. Les deux scientifiques que je viens de citer vous donnent une certaine perspective sur la démarche scientifique. Donc pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce que la science, bien sûr que nous posons la question scientifique, mais tout simplement je vous ai montré tout à l'heure que le débat s'ouvre vers la dimension philosophique et que les scientifiques même ne se contentent pas des définitions. Pour eux, la science, parfois, c'est autre chose qu'on trouve dans les dictionnaires. D'autres scientifiques décrivent l'activité scientifique comme porteuse de projets simplement humains, modélisant partiellement et de manière toujours révisable un champ limité des phénomènes. Cette science n'a pas accès au réel profond, lointain, dans le sens d'une étrangeté par rapport au concept humain. Ce réel que Bernard d'Espagna, qui vient de sortir de cette vie en 2015, caractérise en termes de réel voilé. Et les exemples, bien sûr, peuvent continuer. Si on regarde dans les dictionnaires, surtout après la modernité, à partir des temps modernes, on peut dire que la science est l'activité pratique et intellectuelle qui concerne l'étude systématique de la structure et du comportement du monde physique et naturel à travers l'observation et l'expérimentation. Faisons attention au mot expérimentation. Expérimentation ne veut plus dire une expérience quiconque, mais veut dire une stratégie afin de pouvoir questionner la nature pour pouvoir obtenir une certaine façon de réponse, on peut dire. La science est une connaissance exacte. La première définition, je vous ai donné la définition de Oxford Dictionary of English. Deuxième définition, le petit Robert, dictionnaire de la langue française, la science est une connaissance exacte, universelle et vérifiable, exprimée par des lois. Une autre définition, dictionnaire encyclopédique de la langue française, édition Hachette,
La science est un corps de connaissances constitué, articulé par déduction logique et susceptible d'être vérifié par l'expérience. Vous voyez, maintenant, on fait intervenir le mot expérience. Mais en réalité, depuis la modernité, on ne parle plus de l'expérience, mais on parle de l'expérimentation. Nous allons voir par la suite. Ces définitions nous suggèrent chacune à sa manière la spécificité de la démarche scientifique. Il est évident qu'on ne va pas trouver une définition qui plaît à tout le monde. On peut signaler la présence, l'existence d'un dictionnaire d'histoire et philosophie des sciences. Et donc, si vous allez chercher une définition de la science là-dessus, vous n'allez pas trouver. Parce que le dictionnaire dans son entier est censé de pouvoir répondre à nos questions. Pour dire dans l'histoire de l'humanité, nous allons parcourir petit à petit certaines étapes des sciences dans l'évolution de la science. De toute façon, les débuts de la science sont les essais d'explication des phénomènes par la raison humaine. Donc, nous allons parler d'abord de la raison et de la connaissance mythique, c'est-à-dire les mythes. La conscience de la modernité a détourné de manière tendancieuse l'expérience mythique et symbolique de l'homme ancrée dans une tradition religieuse. Il y a eu passage d'un registre de valeurs éternelles déterminé par des modèles intelligibles du monde transcendant vers un registre dominé par l'immanence qui propose à la connaissance humaine des réalités sensibles et passagères. Donc, ce qui est évident, c'est que l'homme traditionnel se faisait référence à une réalité transcendante, et depuis la modernité, ou surtout dans la modernité, on a abandonné ce qu'on dit l'hypothèse Dieu n'est pas nécessaire. En réalité, on a abandonné le sens de transcendance, de la transcendance. Donc l'homme ne s'organise plus autour du transcendant. Ça va donner bien sûr un impact remarquable sur la vie humaine. Il y a des idéologies qui apparaissent, on ne va pas entrer dans des détails. Deuxième moment, la science grecque. La science grecque, l'émergence de la science grecque s'est produite vers 6e siècle avant Jésus-Christ, dans un contexte complexe, hétérogène, de modification justement de la conscience mythique. Par exemple, on parle de Pythagore, bien sûr, on ne peut pas séparer au moins à l'époque l'ésotérisme, les initiations de la science, c'est uniquement l'acquis de la modernité. Bien sûr qu'on peut parler d'une science aussi en Égypte, à Babylone, à Mésopotamie, qui était bien avant les Grecs, mais en même temps, les Grecs, on peut dire que nous assistons à la naissance d'une mentalité propice à l'apparition de la science. C'est-à-dire, nous avons un dialogue social démocratique qui fait qu'on puisse faire intervenir plusieurs propos sur le même sujet, ce qui a fait jouer la contradiction entre les différentes opinions, et donc ça a engendré une conscience scientifique. On n'entre pas dans des détails, de toute façon vous allez pouvoir consulter les supports des cours. La science jusqu'au Galilée. Les Arabes d'abord héritent les connaissances scientifiques hellénistiques, et donc bien sûr que ça traverse l'histoire. Par exemple, les conquêtes arabes, par les conquêtes arabes, Damas et Bagdad deviennent des centres islamiques réputés, donc on fait la traduction des textes scientifiques, et à travers les Grecs aussi, mais à travers le monde arabe bien sûr, au médiateur, les connaissances scientifiques sont diffusées en Occident. Et il y a des cités comme Venise, Naples, Bari, Pise, qui deviennent des cités scientifiques. Les travaux d'Aristote traduits en latin ont influencé de manière décisive la formation d'une mentalité scolastique fondée sur la pensée analytique et discursive. Dans cette période, on peut dire que la scolastique
règne un maître. Il y a plusieurs scolastiques naturalistes qui maintiennent un certain rapport entre science et magie. Mais la connaissance, l'expérimentation, si on peut dire, empirique, prend une place grandissante. Et donc, petit à petit, on assiste à l'émergence d'une science qui s'approche de la science telle que nous connaissons dans la modernité. La modernité, bien sûr, n'est pas un moment ponctuel, elle est arrivée en continuité avec ce qui s'est passé avant, mais en même temps, il y a une révolution, donc à la fois il y a une continuité, à la fois il y a une révolution dans les mentalités. Il y a une évolution, disons, certains peuvent dire qu'il y a une révolution, une mutation fondamentale de toute façon, entre la science médiévale et la science moderne qui résiste non pas sur le côté, disons, méthodologique en général, mais sur le transfert du qualitatif à quantitatif. Donc, c'est ce qu'on constate avec Descartes et Galilée. On pense qu'il y a des notions extrêmement simples qui peuvent être à la base de tout développement scientifique. Donc, il y a des idées claires qu'on ne peut pas nécessairement prouver parce qu'elles sont suffisamment claires pour pouvoir constituer la base, le fondement de toute démarche scientifique. Et à partir de ces notions, on construit le fondement de la science ou des disciplines scientifiques. On n'entre pas nécessairement dans des détails non plus. Galilée insiste sur la mesure, les mathématiques. On assiste à une mathématisation des sciences, des disciplines scientifiques. Et on a l'impression d'un combat rude contre l'ignorance. Comment Francis Bacon parle de la manière suivante. La science et la puissance de l'homme se correspondent à tout point de vue et poursuivent le même but. L'ignorance dans laquelle nous sommes est la cause qui nous prive de l'effet, car on ne peut vaincre la nature qu'en lui obéissant. Et ce qui était principe, effet ou cause dans la théorie devient règle, but ou moyen dans la pratique. Donc la philosophie de la science basée sur le rationalisme a été bâtie sur le fondement posé par Bacon, Galilée ou Descartes. Il y a un moment essentiel dans le développement de la science, le moment Galilée. On parle entre guillemets de l'affaire Galilée parce que on a l'impression, au moins sans faire une lecture plus approfondie, qu'on a assisté à une punition, disons, du scientifique nommé Galileo Galilei par les autorités de l'Église. En fait, on parle de l'Église romano-catholique et en réalité, au-delà de la dimension scientifique, la dispute était aussi théologique, c'est-à-dire Galilée soutenait certaines thèses théologiques qui ont entré en collision avec la doctrine officielle de l'Église romano-catholique. Donc, en général, on imagine bien la question du conflit, parce que en voyant les cas Galilée, on perçoit, au moins en Occident, les termes d'un conflit plus ou moins exprimé, mais qui est vraiment réel, c'est-à-dire la science qui essaie de libérer l'esprit humain dans l'esprit des Lumières et la religion qui est obscurantiste et qui essaie de freiner ou d'étouffer en quelque sorte l'effort humain de connaissance. Selon la perspective moderne, l'objet des sciences est le monde. Dans la modernité, on va parler maintenant modernité et post-modernité. Donc, dans la modernité, mais aussi dans la post-modernité, tout ce qui nous entoure constitue l'objet de la science. Il y a certains physiciens qui prennent la précaution de dire le monde physique, organique et inorganique. D'autres préfèrent parler, surtout aujourd'hui en termes de réel ou de réalité physique. De toute façon, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une sorte d'extériorité entre celui qui connaît et l'objet de la connaissance. Il y a une rupture en quelque sorte entre les deux niveaux. Donc,
l'observateur est indépendant par rapport à la réalité physique et c'est pour cela qu'il peut observer cette réalité. Il y en a de ceux qui affirment à l'heure actuelle qu'on peut accepter en ce qui concerne le terme nature une signification disons physique mais pas uniquement, aussi un sens symbolique, subjectif, parce que la nature donne aussi l'image intellectuelle de l'être humain par rapport à ce qui l'entoure. De toute façon, le philosophe des sciences Dominique Lambert, passionné du dialogue entre la théologie et la science, nous avertit sur le fait qu'on construit en réalité une image du monde à travers des concepts, à travers des notions, en observant le monde. Le monde physique prend sens dans la pensée du scientifique par la médiation d'idées exprimées dans des formalismes, dans des concepts, dans des théories. La réinvention dont nous parlons s'accompagne d'une représentation, d'une production d'une image, d'un modèle supportant toute l'intelligibilité du monde que la science voit. Donc, bref, on construit quelque chose dans notre univers intérieur justement pour percevoir le monde extérieur. Il y a des manières différentes de voir le monde. Si on passe par les Grecs, ils voyaient plutôt une sorte d'organisme qui fonctionnait avec des mouvements innés et tout ça. On passe à une vision mécaniciste. Le monde devient une horloge grand, d'où l'idée théiste de dire oui, l'horloge, mais il y a quelqu'un qui l'a fait. De toute façon, dans la modernité, on voit la science comme un grand mécanisme, une grande machine dont le fonctionnement est à découvrir. Ce qu'on constate dans la postmodernité, dans l'après-modernité, c'est qu'on passe de la vision classique par un changement graduel de paradigme vers une vision révolutionnaire même par rapport à la modernité. Par exemple, je donne un exemple, dans la modernité, on voyait les constituants fondamentaux de l'univers, de la matière, étant des atomes ou d'autres particules plus petites, une fois qu'on a réussi à diviser l'atome. Mais avec Bernard d'Espagna, on constate qu'en fait, on plonge dans l'intimité de la nature et les concepts fondamentaux doivent nécessairement changer. Les êtres humains utilisent des concepts fondamentaux pour expliquer comment, en tant qu'êtres humains, ils arrivent à comprendre le monde autour d'eux. Ils emploient des concepts fondamentaux comme déterminisme, indéterminisme, causation, temps, espace, masse et énergie, mouvement et repos. Ils sont fondamentaux car, à un niveau basique, ils sont utilisés pour toute considération sur la nature. Ils sont utilisés pour exprimer de quelle manière l'homme acquiert le savoir du monde matériel. Ils jouent un rôle central dans le langage courant. Selon Einstein, la science en tant que réflexion conceptuelle sur le monde n'est que le résultat d'un affinement de la pensée courante. Bien sûr qu'il s'agit d'un travail qui traverse les siècles. Il faut voir les pères fondateurs de sciences modernes, Galilée, Descartes, qui postulaient le fait que la description du monde physique peut être faite à travers des notions issues de la pensée courante, si simple qu'on n'a pas besoin de les définir. On parle de distance, temps, vitesse chez Galilée. On parle de la matière, on parle de masse, espace, temps, qui rend la nature descriptible mathématiquement. On parle du monde des phénomènes. On n'est plus intéressé dans les raisons pour lesquelles les choses se font comme ça, c'est-à-dire le pourquoi des phénomènes dans le sens ontologique du terme, mais il nous intéresse le comment.
pourquoi les choses se font comme ça et pas autrement. Donc on parle surtout de ce qui est physique. Et bien sûr, ce qu'on constate, c'est qu'on arrive à avoir des idéologies. Par exemple, le mécanicisme, érigé en ontologie, donnant nombre de scientifiques l'idée qu'un jour on parviendrait à tout comprendre et qu'on y parviendrait dans le cadre d'un schéma ne se levant aucun vrai problème d'ordre conceptuel. C'était la vision de la modernité. Bernard d'Espagna se donne le plaisir de contourner cette image et de nous faire découvrir le fait que dans la post-modernité, les concepts ne sont pas si simples que prévus. On forge, on donne, on propose des concepts nouveaux qui sont vraiment différents des concepts de la modernité. Par exemple, le concept de champ. Vous imaginez une pierre qui tombe dans l'eau, qui provoque les cercles concentriques qui s'éloignent comme ça. Ce n'est pas un transfert de masse, mais c'est un transfert d'énergie. Donc, cette image vous donne une image d'un champ. Un champ, bien sûr, les champs peuvent être magnétiques, électriques. En fait, on assiste à des phénomènes électromagnétiques. De toute façon, le champ déjà est une notion qui n'est pas courante. La notion de matière, matérialité disparaît dans le sens où, quand on plonge dans l'intimité de la matière, on se rend compte que, par exemple, la collision entre deux objets quantiques, par exemple, provoque non pas uniquement un changement au niveau de propriété, mais aussi ça fait l'apparition, engendre l'apparition des nouvelles particules. Et donc, Bernard d'Espagna disait que bon, si on imagine deux taxis qui percutent et qui fabriquent d'autres taxis, on imagine bien à notre échelle un peu ce qui se passe dans les profondeurs de la matière. Donc, on parle à l'heure actuelle des principes qui ne sont pas dans l'objectivité forte de la modernité, mais dans une objectivité faible, au moins affaiblie par rapport à l'objectivité forte de la modernité. Par exemple, si nous regardons l'arc-en-ciel, l'observation de l'arc-en-ciel dépend de l'angle de vue. Donc l'arc-en-ciel, bien sûr qu'il a une existence physique, mais en même temps l'arc-en-ciel dépend dans sa forme de l'angle de vue. Donc l'observateur interagit sur l'objet de connaissance. Donc on peut dire que l'objet quantique, on prend ça comme une image bien sûr de monde quantique, on se rend compte que observer une particule, ça veut dire interagir, agir sur une particule. Et la particule, bien sûr, se présente devant nous comme une particule qui montre l'effet de ce qu'on a provoqué sur elle. Donc on n'observe pas des particules en soi, mais on observe en fait des particules. Quand je dis particules, plutôt je devrais dire objet quantique, parce que la particule n'est pas localisée comme dans le monde classique. On a une probabilité, une statistique de présence. Voilà. Donc quand je dis l'objet quantique ne répond pas aux lois classiques, et l'objet quantique fonctionne dans des phénomènes qui ne nous permettent plus de parler de la matérialité de l'univers de la façon que nous l'avons fait auparavant. Quel est le but de la démarche scientifique? Avec la modernité, on dit que les sciences naturelles nous aident à comprendre comment se comporte la nature. Donc, on observe des phénomènes. Oui, Max Planck, qui est un lauréat du prix Nobel, physicien allemand, dit qu'une science ait pour objet la nature ou bien la civilisation intellectuelle, son rôle principal sera toujours de mettre de l'ordre et de la cohérence dans la masse des faits et des expériences accumulées, de combler les lacunes qui s'y trouvent et d'unifier enfin le tout dans une synthèse. Donc,
on n'est pas intéressé uniquement de décrocher un peu des morceaux de réalité. Ce qui nous intéresse, d'avoir une vision globale, synthétique de toute la réalité. C'est pour cela qu'on assiste à un tel nombre d'efforts de pouvoir donner une théorie qui unifie tout. On ajoute à cette définition une autre encore plus intéressante, c'est la définition du physicien autrichien lauréat du prix Nobel Erwin Schrödinger, qui nous parle dans son ouvrage Physique quantique et représentation du monde de la façon suivante. La science est un effort déployé par les hommes en vue de saisir leur propre situation. Ça, c'est extraordinaire, ce que je trouve, parce qu'on passe d'une explication de la nature, disons d'une synthèse, pas uniquement des morceaux de réalité, d'une synthèse, mais à partir de cette synthèse, on s'intéresse de l'être humain. Et ici, vous voyez, la perspective théologique nous donne toujours une anthropologie de référence. C'est-à-dire, dans la perspective théologique, on essaye de comprendre qui est l'homme et qu'est-ce qu'il doit faire en ce monde. Planck. Non, Schrödinger, en complétant Planck, il dit « Il faut le dire bien que cela paraisse clair et évident. La connaissance isolée qu'a obtenue un groupe de spécialistes dans un champ étroit n'a en elle-même aucune valeur d'aucune sorte. Elle n'a de valeur que dans la synthèse qui la réunit à tout le reste de la connaissance et seulement dans la mesure où elle contribue réellement dans cette synthèse à répondre à la question « Qui sommes-nous » Donc vous voyez l'accent d'ordre anthropologique. On a parlé du but des sciences, on va toucher le sujet de la méthode de science. Il y a des concepts clés qu'on doit comprendre. Expérimentation, explication, théorie, modèle, paradigme. C'est des mots-clés de la méthodologie scientifique. On peut dire que la science se sert d'observation expérimentale pour construire un cadre théorique et explicatif. L'expérimentation est différente de l'expérience. Je disais tout à l'heure, dans la mesure où elle impose de renoncer aux gestes ad hoc en faveur de la mise en place des questionnements élaborés, dans le but de provoquer des réponses selon les attentes et les règles imposées par l'homme à la nature. C'est-à-dire, si vous avez une paire de lunettes bleues, par exemple, vous observez la nature avec des lunettes bleues. Donc, le résultat de votre observation tourne en bleu, si on peut dire. L'expérimentation a pour but la construction d'un cadre théorique qui explique au mieux les faits et les données dérivées d'observations et des mesures. On parle des théories. Les théories sont appelées aussi des lois de la nature. On n'impose pas, nous, des lois à la nature, mais la nature se comporte de telle façon qu'on peut la décrire à travers des lois. Les lois sont intéressantes non pas uniquement parce qu'elles donnent des descriptions sur tout ce qu'on a observé jusqu'à ce moment, mais aussi elles nous donnent un pouvoir prédictif, c'est-à-dire on peut imaginer. Quand je dis imaginer, ce n'est pas par une imagination quiconque, mais on peut se projeter dans les phénomènes justement pour nous rendre compte d'une façon prédictive de ce qui va suivre. Les théories sont donc des énoncés qui ont démontré leur efficacité pour décrire un nombre donné de phénomènes. Faits aussi importants, ils sont susceptibles d'en décrire aussi d'autres, dont la logique interne est encore inconnue. En cas de réussite, le champ d'application des théories s'accroît. Les théories sont valables tant que l'on n'a pas identifié des cas contradictoires. Dans la modernité, c'est ce rôle de penseur par rapport à la méthodologie scientifique revient parmi d'autres à Henri Poincaré, qui compare à son époque le processus de regroupement des faits disparates à celui de la construction d'une maison dont la résistance doit être testée par les vents contraires et les averses de contre-arguments. C'est-à-dire, quand on est dans la science, on s'attend que les autres critiquent notre édifice, et selon les critiques, on fortifie en réalité l'ensemble.
Einstein considère que la découverte de l'emploi du raisonnement scientifique par Galilée est une des conquêtes les plus importantes dans l'histoire de la pensée humaine et marque le début réel de la physique. Si on passe à Ian G. Barber, on se rend compte qu'il est un philosophe des sciences, un plus ou moins passionné de la réflexion concernant les rapports entre théologie et science. C'est un prof de physique, mais il est, on peut le dire, à l'heure actuelle, le doyen des chercheurs théologie et sciences aux États-Unis. Je pense qu'il vient du monde protestant, mais on peut dire que c'est lui qui écrit les plus grands ouvrages voilà, complets en ce qui concerne cette problématique. Je le cite parce qu'il nous donne les composantes fondamentales de la science moderne. L'observation particulière, corroborée par les données expérimentales, les concepts généraux et les théories. La relation entre données et théories se fait par l'intermédiaire de l'imagination scientifique, des modèles et des analogies interdisciplinaires. Donc on parle de l'imagination, d'une imagination scientifique. Il faut toucher aussi un mot sur Thomas Kuhn, parce que c'est lui qui parle d'un mot devenu essentiel dans la description de la science, le mot paradigme, c'est-à-dire une façon de faire la science, un pattern, si on peut dire, généralisé et qu'on considère comme une sorte de vision sur le monde. C'est-à-dire, on parle du paradigme scolastique, on parle du paradigme moderne, donc on parle d'une certaine façon de pouvoir faire la science. Ce qui est intéressant à l'heure actuelle, il y a des philosophes des sciences ici en France, il y en a plusieurs, mais le plus important, Johnston, qui nous parle d'un changement qui se globalise des paradigmes scientifiques, du paradigme scientifique de la modernité. On parle aussi de l'objectivité. Vous avez vu tout à l'heure que l'objectivité passe du statut fort au statut, disons, faible, étant donné qu'on passe de la modernité vers la post-modernité. On parle du rôle de la communauté scientifique, parce que la rigueur se fait s'exprime à travers la communauté scientifique. Ça, c'est intéressant parce que de toute façon, si vous comparez avec la vie de l'Église, on parle dans la vie de l'Église de la conscience ecclésiale. Mais la conscience ecclésiale n'est que l'exercice de la communauté chrétienne qui s'exprime dans une communion pour pouvoir discerner, comme un organisme vivant, discerner sur les questions essentielles de l'Église. Quelles sont les méthodes des sciences ? Max Planck, par exemple, il considère qu'il y a deux méthodes opposées. La première est une généralisation rapide de quelques données expérimentales. Elle se lance dans des théories les plus générales, applicables à tout l'ensemble des phénomènes. Elle met au centre de ses conceptions une notion, un postulat unique auquel elle essaie, avec plus ou moins de succès, de soumettre la nature entière et tout ce qui s'y manifeste. La deuxième façon, la deuxième méthode, elle renonce d'une façon provisoire au résultat définitif, se content de tracer de l'image du monde les seuls traits qui lui paraissent établis avec certitude, laissant aux recherches futures les soins de compléter le tableau. Ces deux méthodes se complètent mutuellement, jamais on ne peut se passer d'aucune d'elles dans la recherche physique. Bon, pour suivre l'ordre, on peut dire que d'abord c'est des faits, des données obtenues d'une façon expérimentale, ils sont assemblés un peu comme dans un puzzle. On doit mettre en évidence des relations entre elles et on se sert d'un modèle, par exemple, d'une structure symbolique pour pouvoir construire une théorie scientifique. Et après on fait une boucle, c'est-à-dire la théorie scientifique doit prouver les données initiales. Donc si les données ne sont pas c'est-à-dire si cette boucle ne se ferme pas comme il faut la refaire, c'est-à-dire la nouvelle théorie doit expliquer tout ce qu'on avait au départ. Si elle n'explique pas comme il faut ou si ça explique bien, si on ajoute d'autres
donnée, il faut qu'elle explique aussi les autres données. Donc toujours, on essaye de construire un cadre et de préciser le cadre dans lequel nos théories sont valables. Si les théories sont valables de plus en plus, pour de plus en plus des cas, les théories se généralisent, elles deviennent des lois de la nature. Si les théories, au contraire, sont limitées à un certain cadre de connaissances, on peut dire qu'on a précisé le cadre et on est scientifiquement rigoureux dans le sens où nous savons d'une façon sûre pourquoi nous pouvons connaître quelque chose dans ce cadre et pourquoi nous ne pouvons pas dépasser ce cadre-là. Je n'entre pas dans tous les détails qui regardent la méthodologie scientifique. Disons que le plus important pour nous, c'est cette image de synthèse de la réalité. Je cite Einstein cette fois-ci, la science n'est pas une collection de lois, un catalogue de faits non reliés entre eux. Elle est une création de l'esprit humain au moyen d'idées, de concepts librement inventés. Les théories physiques essayent de former une image de la réalité, de la rattacher au vaste monde des impressions sensibles. Ainsi, nos constructions mentales se justifient seulement et de quelle façon nos théories forment un tel lien. Donc, il faut les tisser les unes avec les autres pour pouvoir comprendre la réalité. J'ai parlé tout à l'heure de la synthèse. Il y a des notions très intéressantes, évoquées même par des lauréats du prix Nobel. Par exemple, selon la modernité, on ne peut plus gérer la question de la foi, c'est-à-dire le monde scientifique ne suppose pas la foi. Pourtant, le lauréat du prix Nobel en physique Charles Townes, je fais une parenthèse, cette foi ne représente pas la foi chrétienne, la foi de l'ordre religieux, mais quand même, Charles Townes le nomme foi quand il affirme: le scientifique doit personnellement s'engager à croire qu'il y a un ordre dans l'univers et que l'esprit humain, et de fait son propre esprit, est capable de comprendre cet ordre. Sans cette croyance, il n'y aurait aucun intérêt à essayer de comprendre un monde présumé désordonné et incompréhensible. En fait, c'est grâce à cette croyance d'un monde compréhensible par l'homme qu'ont pu avoir lieu toutes les avancées scientifiques. Einstein parle de sa façon: sans la croyance qu'il est possible de saisir la réalité avec nos constructions théoriques, sans la croyance en l'harmonie interne de notre monde, il ne pourrait pas y avoir de science. Cette croyance est et restera toujours le motif fondamental de toute création scientifique. C'est incroyable. Si on ne réfléchit pas à des dispositions innées en nous, en quelque sorte, de pouvoir intervenir dans le monde justement parce que nous avons cette foi que le monde répond d'une façon cohérente, on ne peut pas développer une discipline scientifique. Bien sûr, je répète, j'insiste, cette foi n'est pas la foi d'ordre religieux, n'est pas la foi chrétienne, mais quand même, il s'agit d'une projection humaine vers l'univers, vers cette dimension rationnelle de l'univers à découvrir par la conscience humaine. Donc, on est dans la position d'un observateur qui interagit, qui interactionne avec l'univers, et l'univers lui dévoile du sens, et ce sens est intelligible pour nous en tant qu'observateurs. Les concepts clés de la science. D'abord, on parle des concepts clés. Les concepts clés du monde scientifique. Et après, on parle d'une certaine perspective sur la connaissance à travers l'utilisation de ces concepts. Si on regarde toujours l'histoire de la pensée scientifique, jusqu'à la fin du Moyen-Âge, on pensait dans une démarche purement aristotélicienne
on cherchait des relations entre des idées, logi en grec, et uniquement d'une façon secondaire, on essayait de tester des hypothèses par l'expérimentation. Mais la modernité inverse les priorités. C'est-à-dire, la modernité met l'accent sur l'expérimentation. Donc, on identifie à partir de ce moment des relations en termes de finalité. On décrit d'une façon pragmatique, prédictive. On essaie de contrôler les phénomènes de la nature. Bien sûr que la position de l'être humain change. La démarche cartésienne du doute systématique. On imagine bien la difficulté de voir d'un côté la foi, on se projette par une démarche de foi vers la nature. En même temps, nous sommes dans une pleine démarche cartésienne, du doute systématique, de la recherche de la clarté des idées compromises à leur justesse, de la division des problèmes en sous-problèmes afin de les rendre suffisamment simples pour être résolus. Donc on pensait que si on les rend simples, elles sont accessibles. Bien sûr qu'on a répondu à certaines questions comme ça, mais pas à toute la réalité. Tout cela poursuit le but de l'objectivité, devient la condition de la rigueur scientifique. Avec la modernité apparaît la structuration de ce que nous appellerons par la suite la méthode scientifique de connaissance. Bon, avant on parlait des phénomènes, des relations entre des phénomènes, mais maintenant on construit des observations quantitatives. On passe du qualitatif à quantitatif, on a évoqué tout cela, on n'entre pas dans des détails. Et nous voici devant une perspective nouvelle par rapport à la contribution de la théologie, la contribution de la science. Je donne la parole à Galilée, qui disait au cardinal Baronius: l'intention de l'Esprit Saint est de nous enseigner comment arriver aux cieux et non comment les ciels ou les cieux fonctionnent. Donc, grande distinction, différence entre déduire le mécanisme du monde, de la nature, et trouver son salut, aller aux cieux. Ce qui est important à préciser, c'est que la science, depuis la modernité, se concentre sur l'univers matériel. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, le monde matériel organique ou non organique. Il est évident que la théologie ne fonctionne pas de la même façon parce que la théologie part de l'être humain sur la voie de sa sanctification, sur sa voie de la déification, et on parle de l'univers matériel qui reçoit la présence déificatrice de l'être humain et qui change elle aussi. Mais on est très loin entre le quantitatif de la science et la transformation par les énergies divines de la nature qu'on constate à travers le vécu théologique. L'objet de la connaissance scientifique est le monde, l'objet de la connaissance théologique est Dieu et le monde par conséquent, mais à travers Dieu. La compréhension de la nature dans la science se fait par l'intellect. Donc l'homme, quand on dit la fuite des cerveaux, l'homme est surtout un intellect. Par contre, l'être humain est entier, ou dans son entier, il connaît Dieu. On imagine bien, si vous voulez une comparaison, quand une fille aime un garçon, elle s'investit de tout ce qu'elle est dans cet amour. On peut dire de la même façon, quand on s'investit en Dieu, nous ne suffisons pas nous-mêmes de pouvoir nous donner à Dieu. C'est-à-dire l'intégralité de notre être est en relation avec Dieu et non pas uniquement notre intelligence. Il est évident que l'expérimentation scientifique est vraiment différente, qualitativement différente de l'expérience théologique. Parce que l'expérience théologique me met devant l'être, devant quelqu'un, donc l'objet de connaissance n'existe pas, c'est le sujet de ma connaissance. Le sujet de ma connaissance s'ouvre envers moi pour que je puisse le connaître, ce qui est vraiment différent par rapport à la connaissance scientifique où
l'objet de la connaissance est la nature, les phénomènes, de toute façon un objet de connaissance qui reste à ma disposition pour que je puisse intervenir sur lui. Donc, si on parle de la théologie, on parle de la subjectivité. C'est pour cela que dans la modernité, on a rejeté vraiment la théologie parce qu'on disait on ne peut plus parler d'une connaissance universelle étant donné que vous connaissez à travers votre dimension subjective. Par contre, la science paraissait vraiment la connaissance universelle par excellence parce qu'on parlait de l'objectivité, c'est-à-dire n'importe quel être humain pouvait répéter par exemple l'expérimentation scientifique et se rendre compte des résultats. Donc on parle d'un côté de subjectivité dans le monde de la théologie, d'objectivité dans le monde de la science. Je disais tout à l'heure quand même que l'objectivité a pu s'affaiblir entre-temps en passant de la modernité vers la post-modernité. Si on peut imaginer un schéma, on peut dire que les données issues de l'observation et l'expérimentation, à travers des imaginations, analogies, modèles, nous donnent des concepts et des théories qui vont influencer, donc la boucle dont je parlais tout à l'heure, qui vont influencer les données issues de l'observation et de l'expérimentation. Et finalement, on obtient la connaissance au sens épistémologique. Bon, pour conclure, il faut dire que la science emploie une méthodologie qui lui est dédiée et que cette méthodologie assure aussi les résultats, c'est-à-dire selon la méthodologie qu'on emploie, on observe la nature et on déclenche la possibilité de certains résultats. Donc, je vous ai fait l'invitation de parcourir avec moi certaines étapes de développement scientifique au cours du temps. Vous avez vu qu'en réalité, on n'a pas eu toujours la même science, qu'au départ, la science était mélangée avec des éléments de philosophie, magie ou autre, que la science, à partir de la modernité, surtout avec la modernité, elle se dégage de toutes sortes d'intrusions d'ordre, disons, métaphysique. Ça la purifie aussi de la magie ou autre. Et après, dans la postmodernité, on finit avec les certitudes déterministes et mécanicistes de la science moderne, en ouvrant de nouveau l'être humain vers une connaissance qui est très intéressante par rapport aux affirmations de la vie de l'Église, parce que d'un coup, en passant par l'objectivité faible, en passant par un déterminisme scientifiquement parlant, en passant par les antinomies, on se rend compte qu'en réalité la science s'ouvre davantage au mystère du monde. Et je veux finir ici mes propos d'aujourd'hui en vous encourageant à découvrir non pas le fonctionnement de la science moderne, mais le fonctionnement de la science telle que les grands scientifiques connaissent aujourd'hui et que nous sommes en train de découvrir, parce que cette science me paraît personnellement beaucoup plus ouverte par rapport à la science moderne, à une vision qu'on accueille depuis 2 millénaires dans l'Église, c'est-à-dire une vision traditionnelle où l'être humain est une partie intégrante, si on peut dire, du processus d'observation. L'être humain est extrêmement important parce qu'il participe en ce monde. Donc, on va s'arrêter ici. Je vous donne rendez-vous pour le prochain cours. Je vous prie également de faire des lectures, de me demander le support de cours et de faire des lectures complémentaires
de votre part aussi, afin que vous puissiez mieux comprendre mes propos. Merci de votre attention. Je vous dis au revoir. Que Dieu nous bénisse.